Gougelot. 8h41 sur Europe 1. Nous sommes dans le jour d'après, en quelque sorte, après cette invasion brutale de l'Ukraine par la Russie. Nous allons en parler avec nos invités, nos experts ce matin. Nous sommes en compagnie de Sylvie Berman. Bonjour madame, vous êtes ancienne ambassadrice de France à Moscou. François Hesbourg, géopolitologue à la Fondation de la Recherche Stratégique, auteur du livre Le Retour de la guerre. C'est un livre, pardonnez-moi l'expression, plutôt bien nommé par les temps qui courent. Et puis Philippe Val, éditorialiste à Europe 1. Rebonjour mon cher Philippe. Rebonjour. Alors après 24 heures après l'offensive déclenchée par Vladimir Poutine, la première question que je vais vous poser, on va faire peut-être un petit tour de table, c'est comment vous jugez la réaction des Occidentaux, d'abord Joe Biden hier à Washington et puis cette nuit les 27 à Bruxelles. Comment vous réagissez à cette réaction à l'agression russe contre l'Ukraine? D'abord, si vous voulez, Sylvie Berman. C'est une réprobation internationale et de l'Union européenne où il y a une unité. Alors, à partir du moment où l'option militaire, en tout cas en Ukraine, est exclue, il était important symboliquement de pouvoir prendre des sanctions économiques, ce qui a été fait, des sanctions qui vont toucher à la Russie, malheureusement, enfin pas dans le court terme, parce que de toute façon, Vladimir Poutine avait pris ses précautions, parce que d'abord il vit sous sanctions depuis 2014, il pensait qu'elle ne serait jamais levée, et les oligarques avaient commencé à désinvestir en fait en Occident pour investir à sa demande en Russie. Efficacité limitée donc de ces sanctions économiques. De toute façon, Poutine a aujourd'hui des buts de guerre, c'est clair, personne ne le pensait, y compris les Ukrainiens la veille de l'intervention, mais je crois qu'aujourd'hui c'est assez clair, ça ne va pas l'arrêter. François Hesbourg. Oui, alors la réaction immédiate, et celle qui vient d'être décrite, ce qui manque à cette réaction, mais ça viendra, je pense, assez vite, c'est l'indication qu'on s'inscrit désormais dans le temps long. C'est-à-dire, c'est pas comme 2014 avec la première guerre russo-ukrainienne où on s'émeut pendant 3 jours, on colle des sanctions qui ne servent à rien, qui durent longtemps, mais ça ne veut pas dire qu'elles aient servi à quoi que ce soit. Là, il y a un degré supplémentaire. Là, maintenant, il faut bien voir que le président Poutine a énoncé 2 volets à son plan. Ouais. Le petit volet, c'est l'invasion, l'occupation d'un territoire, d'un État souverain, quasiment grand comme la France. Ça, c'est le petit plan. Le grand plan, c'est celui qu'il a formalisé par des projets de traité qu'il a déposés au mois de décembre et qui, s'ils étaient repris, ramènerait la situation stratégique en Europe à ce qu'elle était il y a 30 ans. Et autrement dit, nous sommes face non tant à une crise ukrainienne, pour les Ukrainiens, évidemment, c'est ça qui est important, on les comprend, mais à une crise européenne. Et certains de nos dirigeants l'ont visiblement très bien capté. Je pense au président Macron, bien sûr, et je pense aussi à Jean-Yves Le Drian. Mais on n'a pas, en écoutant Joe Biden ou en écoutant certains autres, l'impression qu'ils ont très bien compris qu'on est entré dans une crise qui va durer, je ne sais pas, 10 ans, 20 ans, la durée de vie politique de Vladimir Poutine, pour faire court. Philippe Val, l'Occident a-t-il réagi comme il fallait, sachant qu'il n'était pas question d'envoyer des troupes de l'OTAN directement en Ukraine? Poutine n'avait pas prévu un tel accord entre les pays de l'OTAN, une union sacrée, on parle d'union sacrée, européenne, et les États-Unis qui regardaient vers le Pacifique et qui se sont mis vraiment à s'intéresser à l'Europe. Les sanctions, alors il y en a qui disent qu'elles ne sont pas suffisantes parce que SWIFT n'a pas été, etc. Mais les sanctions, elles lèsent aussi les pays qui les infligent. Donc il faut quand même les moduler, les modérer pour tenir le niveau de vie des citoyens des pays européens. Donc il faut pas, il faut être prudent et savoir ce que disait tout à l'heure Bourlange est juste. Peut-être les villas des oligarques et tout ça, alors les fortunes des oligarques à l'étranger, oui, ça on pourrait taper fort. Alors les sanctions, c'est une chose. Par ailleurs, c'est vrai que ça va durer certainement très longtemps. Il va y avoir une guérilla, il va y avoir un état de guerre en Ukraine pendant longtemps. Et puis le plan, effectivement, de Poutine, c'est de faire une ceinture autour de son pays, le bloc de l'Est, reconstituer un bloc de l'Est. Pour ça, il faut qu'il touche à des pays qui sont dans l'OTAN, qui sont actuellement dans l'OTAN. Ouais. Donc, la menace de guerre en Europe
de guerre totale en Europe est là, sur la table. C'est ce que les gens doivent comprendre. C'est la violence de Vladimir Poutine peut aller jusque-là, Sylvie Bermann? Moi, je suis plus sceptique parce que précisément, il y a l'article 5 dans l'OTAN qui prévoit que l'Alliance interviendra en cas d'attaque contre un pays. Une obligation de riposte. Et absolument. Ou de protection. S'il y a des forces avancées, s'il y a des Français, des Britanniques ou des Américains, je pense que Poutine y réfléchira à 2 fois. François Hesbourg. Oui, si on avait posé la question symétrique il y a 3 jours, est-ce que vous pensez que Poutine va envahir intégralement un pays grand comme la France sans nullement se préoccuper des sanctions ni des réactions internationales? Pour être parfaitement honnête, je pense que les 3 personnes autour de cette table, peut-être vous aussi, je ne sais pas, sans doute, oui. auraient dit non, il va pas faire ça quand même. Et moi, quand la question m'a été posée il y a 3 jours, j'ai dit oui, militairement, il pourrait le faire, mais quand même, j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire, sauf que ça s'est passé. Et si l'article 5 se résume à 800 Français en Roumanie et un nombre équivalent d'Allemands en Lituanie ou que sais-je, je ne suis pas sûr que cela suffise à dissuader le président Poutine, qui visiblement joue banco. C'est pas un petit joueur. Alors, dites-moi si je me trompe, mais en vous écoutant et en écoutant les spécialistes depuis hier, j'ai quand même un peu l'impression que l'Occident a d'ores et déjà lâché l'Ukraine. Philippe Val. Non, je ne crois pas. Oui, enfin, dans les faits, oui, mais on va essayer on va essayer d'aider la résistance ukrainienne. On va faire tout ce qu'on va pouvoir, je pense, les armées, on va essayer d'exfiltrer, j'imagine, le président, on va faire tout ce qu'on va pouvoir pour les armes. Voilà. Mais l'Ukraine est, comment dirais-je, condamnée à devenir une Biélorussie, Sylvie Bermann? Alors, on a tous dit, et ça c'est clair depuis le début, et Biden a été le premier à dire, que personne n'allait mourir pour l'Ukraine. Et donc, à partir de ce moment-là, il y avait un risque très fort. Ensuite, je ne sais pas ce qu'on pourra faire. C'est aider une guérilla, c'est pas facile non plus. Aider un gouvernement en place qui résiste, comme c'est le cas à l'heure actuelle, effectivement, on peut fournir des armes, on peut fournir une aide. Est-ce que ce gouvernement va véritablement rester Ah non, mais il y a un risque. Je pense que l'intention de Poutine, c'est d'éliminer le gouvernement. Le risque, on en connaîtra à l'issue, entre 12 et 36 heures. Oui, voilà, j'allais dire, dans les jours qui viennent. L'arrivée des forces spéciales russes à l'aéroport de Borispol, qui est le grand aéroport international de Kiev, et dans le centre de Kiev, c'est une affaire littéralement d'heures, malheureusement. Donc, on est dans un schéma qui, au plan de sa logique militaire et politique, ressemble à 1940. C'est-à-dire un État complètement occupé, qui ne va pas pouvoir avoir une existence politique, puisque le président Poutine a indiqué que l'Ukraine n'avait pas d'existence politique ni étatique. Il faut toujours écouter ce que disent les dictateurs. Et la résistance, elle s'est matérialisée quand en France ? À partir de 42, grosso modo. On a eu un gouvernement fantoche pendant un certain temps. Et il n'y a qu'en Yougoslavie, je crois, où on peut dire que c'est la résistance qui a libéré le pays. Et il a quand même fallu 5 ans. Donc on n'est pas dans le temps court. Bien sûr, on ne va pas lâcher l'Ukraine, mais elle va en baver des ronds de chapeau pendant un certain nombre d'années. Philippe Val. Oui, d'ores et déjà, le président, on peut le dire avec peu de chances de se tromper, le président est condamné. Enfin, j'espère qu'il va sauver ça. On espère même qu'il va sauver sa peau. À commencer par ça, Quand Poutine dit qu'il vient là pour démilitariser l'Ukraine, et qu'après, sous-entendu, il pourrait très bien finalement repartir. Ça encore, c'est un discours pour entre guillemets pour la galerie, Sylvie Bermann. C'est très compliqué parce qu'il est obsessionnel. Il est obsessionnel sur l'Ukraine, qui n'est pas un véritable État, qui est une aberration. Il est obsessionnel sur les sociétés russes dans les différents pays, puisque ça a été la même chose en Géorgie et en Moldavie.
oui, mais personne ne sait ce que Poutine va faire en réalité. Et je répète toujours, on disait quand j'étais à Moscou et son entourage que c'était une boîte noire, et jusqu'où il va aller, en fait c'est quand même difficile de le dire. Ouais, moi je suis pas d'accord. Bien sûr, c'est vrai au plan tactique, c'est-à-dire on ne sait pas ce qu'il va faire du jour au lendemain. Ça c'est sur le calendrier. C'est assez clair. Ouais. Par contre, sur sa vision, elle est clarissime. Et il n'a d'ailleurs pas dit l'Ukraine, oui, il faut qu'elle soit démilitarisée. Ça, c'est clair, il faut la démilitariser de son point de vue. Il n'a pas ajouté le codicile que vous évoquiez, à savoir, mais ça va revenir, etc. Non, et son objectif, c'est qu'il n'y ait pas d'existence politique de l'Ukraine en tant qu'État. Il a dit, répété, en tant qu'État démocratique, sur le mode occidental, surtout pas. Non, démocratique ou pas. Hein. Ah bon, d'accord. Non. Pour lui, les gens qui sont au pouvoir à Kiev depuis 1991, maintenant, ça fait quand même un peu plus de 30 ans, et n'ont aucune légitimité. Ce sont des néo-nazis. Et d'ailleurs, l'Ukraine est une création de Vladimir Lénine. Et il a écrit 53 pages là-dessus au mois de juillet dernier. Ces buts de guerre sont parfaitement clairs. Mais on les a pas vus, on n'a pas voulu les voir. On n'a pas voulu les voir. Comme dirait l'autre, on ne dit pas suffisamment les textes des dictateurs. Un petit mot d'actualité, ça date de cette nuit. Emmanuel Macron indiquait qu'il avait eu Vladimir Poutine en ligne quelques instants. Très franchement, ça aurait pu servir à quelque chose. Philippe Val. Tout est bon à faire. Pour éviter le massacre des populations civiles, on doit absolument tout essayer, y compris les choses les plus dérisoires ou les plus désespérées. Il a eu raison, le président Macron, de tenter. Sylvie Berman, vous qui connaissez Vladimir Poutine. Oui, non, de toute façon, Vladimir Poutine n'allait pas s'arrêter, mais en même temps, le président avait raison, effectivement, d'appeler. Et puis, c'est un des rares qui avait gardé quand même le contact avec lui. Un semblant de contact, oui, effectivement. François Hesbourg. Oui, bien sûr. Et j'ajoute que Emmanuel Macron a expliqué qu'il a passé ce coup de fil à la demande du président Zelensky. Donc il fallait évidemment donner ce coup de fil. Alors depuis hier, Madame, Messieurs, on entend dire que Poutine se retrouve au banc des nations, sauf peut-être en Chine. Pékin observe, sans vraiment condamner cette invasion. Est-ce que le scénario ukrainien pourrait s'adapter à Taïwan, s'appliquer à Taïwan, François Hesbourg? Alors, les temps stratégiques ne sont pas les mêmes. La Chine n'est pas prête aujourd'hui à attaquer militairement Taïwan et se réserve vraisemblablement aussi la possibilité de soumettre cette île et ce régime démocratique par d'autres moyens. Par contre, les Chinois vont examiner de très très près la façon dont l'Occident aura géré ou pas géré l'affaire ukrainienne. Là, il y aura des leçons très sérieuses qui seront tirées à Pékin. La solidarité, l'union sacrée dont on parlait tout à l'heure entre les États-Unis et l'Europe des 27, c'est un enseignement peut-être aussi, c'est un message aussi en direction de la Chine, Sylvie Berman. Ça peut être aussi, attention, au coup d'après, vous aurez face à vous un camp occidental soudé. Ah oui, mais si ce n'est que des sanctions, je pense que les Chinois ne craindront pas les sanctions parce qu'eux aussi, ils sont actuellement soumis à des sanctions. Donc, ils vont observer effectivement ce qui se passe. Je ne pense pas que, pour le moment, effectivement, ils cherchent à envahir Taïwan. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que on parle, quand on parle de la communauté internationale, en réalité, on parle des Occidentaux. Oui. Ce n'est pas le cas, comme on l'a dit à Pékin. Depuis 2 ans, il y a un partenariat stratégique entre la Chine et la Russie, y compris sur le plan militaire. Les sanctions occidentales seront compensées par un certain nombre de mesures prises avec les Chinois. Ça a été le but de la visite de Poutine au moment des Jeux Olympiques. Il faut lire la déclaration également russo-chinoise. Mais il ne faut pas oublier que la Chine et la Russie sont extrêmement populaires en Afrique, au Moyen-Orient et même en Amérique latine. Donc quand on parle du monde, on parle de nous. Oui, c'est vrai, vous avez raison. On fait un peu d'ethnocentrisme. François Hesbourg. Sauf que j'ajouterais que les Occidentaux, ça inclut de façon très visible en ce moment les démocraties d'Asie. C'est-à-dire le Japon et Taïwan sont en pleine discussion sur le package des sanctions et notamment sur celle des sanctions que les Chinois ne peuvent pas compenser
s'agissant de la Russie. Et je pense que dans les jours qui viennent, on verra apparaître un nouveau type de sanctions, qui sont des sanctions sur les semi-conducteurs. Comme chacun le sait, toute personne qui va acheter une automobile en ce moment a du mal. Particulièrement d'actualité depuis la crise du Covid. On en manque dans le monde. La Chine est obligée de dépenser 300 milliards de dollars par an pour importer des semi-conducteurs des États voisins. Les États voisins ne fourniront pas la Russie, et la Russie ne pourra pas les fournir dans une Chine qui n'a pas suffisamment de semi-conducteurs pour ses propres besoins. Question, je vais vous demander de répondre en 2 mots, on l'évoquait tout à l'heure avec Jean-Louis Bourlange. Est-ce que finalement Pékin a intérêt à ce qu'il y ait une zone de déstabilisation au cœur de l'Europe ? Réponse brève, oui. Il n'y a que du bonheur pour les Chinois. Oui, vraiment ? Ah oui, bien sûr. La Russie s'affaiblit davantage encore. Le partenariat stratégique, qui est aussi une affaire de rapport de force, va peser davantage encore en faveur des Chinois. Ce qui inquiète beaucoup les Japonais qui traditionnellement ne veulent pas trop s'armer, et là ils sont en train d'armer des cuirassiers pour pouvoir faire atterrir dessus les avions américains, leurs porte-avions. Ils sont en train de modifier à grands frais leur flotte pour ça.